Georges. On reparle maintenant de la situation à Ceuta avec vous, Thibaut Marcheteau, puisqu'avec Malo Steiner, vous avez passé un certain nombre de jours sur place. On vous a eu très souvent dans ces émissions. Ce qui semblait ressortir un petit peu de vos échanges avec les habitants, les commerçants, c'était quand même une grande inquiétude de leur côté quant à cette situation migratoire et quant aux jours aussi à venir. Absolument, les habitants de Ceuta, ça fait 15 jours maintenant qu'ils vivent une situation cauchemardesque, qui nous décrivent un quotidien qui est perturbé. Beaucoup nous affirment qu'ils ne souhaitent plus sortir dans les rues, avoir une vie normale. Avec ces milliers de migrants qui restent encore présents dans l'enclave. On parle d'entre 8 et 11 000 migrants, pour reprendre le chiffre du président de Ceuta, Juan Vivas. Et donc, il y a cette situation qui est catastrophique et un sentiment d'être totalement seul contre cette situation, d'être totalement seul également, ne pas se sentir soutenu par le gouvernement espagnol, même si la semaine passée, plusieurs ministres sont venus à Ceuta pour apporter leur soutien à la population d'environ 80 000 personnes à Ceuta. Mais beaucoup se disent qu'une fois que les journalistes seront partis, une fois que la pression médiatique va redescendre et une fois que les renforts vont rentrer à la caserne, qu'est-ce qui va rester pour ces habitants ? Parce qu'on voit encore ces images, des milliers de migrants qui continuent de construire des habitations de fortune sur les plages, qui continuent de errer dans les rues de Ceuta, ce qui inquiète énormément les habitants. Oui, parce que vous nous l'avez montré, notamment lors de vos duplex, par crainte d'une arrivée massive le 15 août, beaucoup de renforts policiers qui ont été mis en place. On l'a vu tout au long de ces dernières journées avec vous. On sait bien que ce renfort policier, il était pour la date du 15 août et court encore quelques temps, mais on sait bien que quand vous êtes arrivé, ce n'étaient pas du tout les moyens qui étaient mis à disposition à Ceuta. Donc ils repartiront forcément. Absolument, on a vu les renforts arriver tout au long de cette semaine avec des images impressionnantes, des blindés de transport de troupes qui se sont massés à côté de la frontière. Mais effectivement, d'ailleurs, les habitants demandent à ce que ces renforts restent. Également, à ce que des membres du service de l'immigration viennent en renfort à Ceuta pour accélérer toutes ces procédures de renvoi vers le Maroc. Mais les habitants de Ceuta affirment une chose, c'est que les personnes également qui ont tenté, parce qu'on sait qu'il y a eu des tentatives de passage le 15 août pour venir à Ceuta, ce sont pour la plupart des migrants subsahariens. Pour la plupart également, ceux avec qui nous avons pu discuter sont partis de leur pays d'origine depuis des mois, voire des années, et savent très bien qu'il va y avoir d'autres tentatives qui vont recommencer, cette fois-ci avec des renforts qui seront beaucoup moins importants, notamment à la frontière. Quand justement on a pu voir un certain nombre de témoignages que vous avez recueillis de migrants, on entend aussi derrière toute l'idéologie des passeurs, parce que certains vous disaient je suis mineur, mais on ne m'aide pas. D'autres s'étonnaient que la police ne leur vienne pas en aide. On imagine évidemment que ces migrants, ils vous disent ça de bonne foi, mais parce qu'en fait ils ont entendu ça, ils ont entendu un discours de passeurs leur disant ne vous inquiétez pas, on vous emmène à Ceuta et là vous verrez, la police vous viendra en aide et si vous êtes mineur, c'est l'Eldorado qui vous attend. Ils ont été pour le moins déçus. Absolument, Élodie, vous avez trouvé le mot juste, l'Eldorado. C'est ce qu'on leur a vendu à ces migrants qui viennent pour une grande partie d'Afrique subsaharienne, d'autres également du Maroc, mais s'attendaient à toute autre chose en arrivant en Europe. Pensaient avoir de la nourriture, pensaient avoir des hébergements et on voit ces images. Beaucoup sont contraints de dormir dans les rues de Ceuta, d'errer, sans savoir vraiment où ils vont. Beaucoup de mines particulièrement fatigués. Alors, quand on évoque cette question, est-ce que vous pensez faire demi-tour ? Pour eux, c'est totalement hors de question. Pour certains, d'ailleurs, c'est la famille qui a presque investi sur eux, qui leur a donné de l'argent pour pouvoir se nourrir, essayer d'ailleurs de garder un petit peu d'argent pour payer des passeurs, pour accéder au continent européen. C'est hors de question de rentrer dans leur pays d'origine. Alors, ils vont tout faire, et même si c'est de manière illégale, pour essayer d'atteindre le continent européen, qu'ils pensent d'ailleurs comme un Eldorado, je vous le disais. Beaucoup pensent qu'en Europe, ils vont pouvoir être aidés, avoir une vie meilleure. Ils disent fuir le chômage, la guerre pour certains, le chômage ou la pauvreté en Afrique. Mais en tout cas, ils pensent que l'Europe est un Eldorado. Voilà, c'est très très compliqué en tout cas de leur expliquer que leur version de l'Europe a été assez tronquée. Vous allez rester avec nous Thibaut parce qu'on va avoir d'autres points avec vous, mais Jean-Pierre Colombier, c'est effectivement quand on entendait les témoignages de migrants recueillis par Thibaut et Malo également, on entendait vraiment toute l'idéologie vraiment des passeurs derrière, ces jeunes à qui on dit mais vraiment vous mettez 10, 20 000 euros et vous allez voir, grâce à nous, vous aurez un meilleur avenir. Et vraiment, il y en a qui disaient mais je comprends pas, la police ne m'aide pas parce qu'on a dû leur dire mais quand vous arriverez là-bas,
tout va tomber comme par magie. Et évidemment, on sait que ce n'est pas le cas. Alors ça, ce raisonnement de l'aide de la police, je l'ai entendu dans la bouche de certains associatifs en France. Oui, aussi, vous avez raison. C'est pas juste à Ceuta. Hein. Oui. On a des associations qui effectivement recommandent aux migrants présents sur le territoire français, et particulièrement les mineurs non accompagnés, si vous ne savez pas où aller dormir, n'hésitez pas à aller au commissariat, vous allez voir, il y a de la lumière et on pourra vous accueillir. Ce qui est un petit peu délirant, mais parce que paradoxalement, vous avez le discours inverse. Attention, la police vous surcontrôlera et ce ne sont pas des copains. Je schématise le propos. Oui, bien sûr. Mais les images nous montrent quand même, elles illustrent quand même plusieurs choses. D'abord, il y a très peu de femmes, voire pas du tout. Là, on nous montre 2 femmes sur ces images-là, mais je pense qu'à plus de 95%, ce sont des hommes. La deuxième question, c'est effectivement, s'ils viennent d'Afrique subsaharienne, ils ont quand même traversé plusieurs pays avant d'arriver à Ceuta, probablement l'Algérie et le Maroc. Et on ne peut pas ne pas se poser la question suivante. Est-ce que finalement, ces vagues de migration qui sont à l'évidence favorisées par les pays de passage... Oui, à un moment, il a fallu de toute évidence ouvrir les vannes pour que, au bas mot, 70 000 personnes passent. À minima, il y a une complaisance. Et cette complaisance, est-ce qu'elle ne peut pas être assimilée, en fait, à une pression faite sur l'Espagne, à une pression faite sur l'Europe? C'est une arme de négociation, la migration. Attention, rappelez-vous, en 1980, Castro avait étrangement ouvert les portes de Cuba pour laisser passer environ 150 000 migrants vers la Floride, vers Miami notamment. Et on sait qu'il avait profité de cette occasion pour vider les prisons et les hôpitaux psychiatriques, entre autres. On peut se poser la question de savoir quel est le profil de ces hommes qui traversent comme ça les frontières et qui cherchent, comme vous le disiez, une sorte d'Eldorado un peu mythique, un peu fantasmé. Mais on sait aussi que les pays, je pense au Maroc et à l'Algérie, qu'on nous présente d'ailleurs souvent comme de nouveaux Éden aussi, hein, quelque part, des pays très dynamiques, avec une forte croissance économique, je pense à l'Algérie notamment. Pourquoi y a-t-il de la migration en provenance de ces pays-là? Donc l'idée là qu'il y ait une arrière-pensée politico-géostratégique, à mon sens, ne doit pas être exclue. Mais je m'avance peut-être. Absolument, les habitants de Ceuta en sont d'ailleurs bien conscients, et beaucoup nous parlent pas seulement d'une crise migratoire, mais bien d'une crise diplomatique entre les 2 pays, entre l'Espagne et le Maroc. Ils sont néanmoins satisfaits que le Maroc ait fait le travail, en tout cas le 15 août, et que le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a rappelé à Ceuta. D'ailleurs, c'est assez rare pour le souligner que le ministre des Affaires étrangères vienne à Ceuta pour le rappeler qu'il travaillait tous les jours avec son homologue marocain et que la coopération allait être la clé pour éviter un nouvel afflux migratoire. Mais les habitants de Ceuta en sont particulièrement bien conscients. Il s'agissait surtout d'une crise diplomatique qui a eu comme impact une crise migratoire. On va en parler également avec Fernand Gontier, l'ancien directeur central de la police aux frontières. Bonjour et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. On le disait à l'instant, forcément, crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne et forcément complaisance à minima du Maroc qui, lors de la première vague migratoire, a laissé passer ces plus de 70 000 personnes et qui, en revanche, à la date du 15 août, a mis les moyens et a fait en sorte que ça n'arrive pas, signe que le Maroc a bien voulu mettre la pression lors de la première vague migratoire et montrer ce qu'il était en capacité de faire pour mettre la pression, certes, sur l'Espagne, mais plus largement sur l'Union européenne. Oui, tout à fait. Ce qui est possible le 15 août était donc possible le 31 juillet. Donc, on regrette que les services de renseignement et les forces de l'ordre marocaines n'aient pas empêché cet assaut, hein, cet assaut massif qui a déstabilisé l'Espagne, mais déstabilisé l'Union européenne. On l'a vu lors de la réunion du 4 août, les divisions entre les différents pays. Donc, tout d'abord, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit. Il y a une forme de report des routes migratoires vers Ceuta, hein, puisqu'il y a une baisse de 70% des flux migratoires irréguliers vers les Canaries. Donc, il y a une forme de report, effectivement, de différentes nationalités du Sahel vers l'enclave de Ceuta. Et l'affaire n'est pas close. En fait, on peut penser qu'il y aura, comme par le passé, il y aura d'autres assauts massifs pour, une fois que les renforts seront partis et qu'ils auront été affaiblis et diminués, il y aura à nouveau des tentatives de passage sur Ceuta, mais aussi sur Melilla, qui est la deuxième enclave. Et ce qui s'est passé donc le 31 juillet, il faut juste rappeler un petit peu à quoi correspondent les chiffres. C'est beaucoup plus que l'ensemble des franchissements irréguliers pour l'ensemble des pays européens sur 7 mois.
Donc c'est dire l'ampleur de la vague, et derrière une première vague, il y en aura certainement d'autres, puisque rien n'est réglé. Il y a des campements au Maroc qui regroupent plusieurs centaines de migrants en attente de passage. Et on sait aussi aujourd'hui qu'il y a déjà encore 4 à 5 000 personnes, on ne sait pas trop d'ailleurs les chiffres, il y a très peu de communication et c'est assez inquiétant d'ailleurs qu'on ne donne pas de chiffres plus précis que cela. Il y a donc une partie des entrées irrégulières du 31 juillet qui vont se traduire par des accès sur le territoire européen, on en est sûr. On parlait beaucoup, Fernand Gontier, de tests aussi pour l'Union européenne avec ce qui s'est passé du côté de Ceuta. Un test qui montre deux choses. Premièrement, effectivement, cette vague migratoire pourrait se reproduire. Et de notre côté d'Union européenne, on n'a vu aucune réponse coordonnée, des demandes fortes, notamment de l'Italie, du Danemark, pour immédiatement mettre l'Espagne un petit peu au banc de l'espace Schengen. De l'autre, la France, par exemple, qui estime que Schengen n'est pas le problème, mais la solution, selon Laurent Nunez. Pour ceux qui voudraient utiliser l'arme migratoire comme pression diplomatique, c'est un peu leur dire « Allez-y, vous êtes tranquille, le temps qu'on se coordonne et qu'on trouve une réponse, ils auront le temps d'être sur notre territoire. » Absolument, je crois que l'Europe est victime de ses propres divisions et de ses propres dissensions, pas simplement diplomatiques ou politiques. Il y a des dissensions et des divisions juridiques, administratives. Il y a trop de différences entre nos pays. L'Europe est une mosaïque d'organisations, de législations nationales qui ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Donc nous manquons d'une harmonisation européenne sur un certain nombre de sujets, les mineurs par exemple, mais aussi l'asile, le séjour, etc. On voit que chacun peut faire un peu à sa façon. Aujourd'hui, il y a plutôt une majorité pour durcir la politique migratoire, mais il peut y avoir un pays, en l'occurrence l'Espagne, qui se marginalise par rapport à cette opinion générale. Merci beaucoup Fernand Gontier, ancien directeur de la police aux frontières, d'avoir été avec nous. Raphaël Steinville, on le disait, la réponse de l'Union européenne, ça a été un cafouillage total. C'est-à-dire que très vite, Giorgia Meloni et Mette Frederiksen pour le Danemark demandent véritablement des mesures à l'encontre de l'Espagne. Immédiatement, la France dit non, non, pas besoin. Et cette réunion en visio des ministres de l'Intérieur, qui en fait ne donne rien. Personne n'est d'accord ni sur le diagnostic, donc encore moins forcément sur les solutions. Oui, mais cette désunion finale, j'ai envie de vous dire, elle commence d'abord par une décision unilatérale de l'Espagne de vouloir et de régulariser 500 000 clandestins. Ça a été une sorte d'appel d'air qui a probablement contribué à cette première vague que nous avons constatée. C'est là où, en fait, il faut peut-être déjà que les pays européens réalisent à quel point ce genre de décision en matière migratoire a des impacts sur l'ensemble de l'espace Schengen. Parce que ces 500 000 migrants régularisés en Espagne, et peut-être même davantage, dès lors qu'ils ont leur carte de séjour, ils sont à même de circuler librement dans l'espace Schengen. D'où l'idée avancée par un certain nombre de politiques aujourd'hui d'une sorte de double frontière avec un espace Schengen en réalité qui serait réservé à la libre circulation aux seuls Européens et non à ceux qui disposent d'une carte de séjour et qui pourraient seulement circuler dans le pays qui leur a délivré cette carte de séjour. Certes, mais ça c'est possible que si vous organisez des contrôles internes. Non mais oui, vouloir. Mais ça, et pourquoi pas. Mais vous avez entièrement raison, Jean-Pierre. Mais c'est que pour que cette solution soit effective, il faudrait aussi que les frontières extérieures à qui la France et d'autres ont délégué la surveillance soient véritablement surveillées. Parce que je pense que la première chose, c'est d'empêcher, de tarir, et on l'a vu de manière très effective lors de cette deuxième vague, supposée en tout cas, ou annoncée comme telle à Ceuta, dès lors que vous mettez des moyens aux frontières, ça a un effet dissuasif. Donc c'est d'abord peut-être là-dessus qu'il faudrait pouvoir... Oui, pardon. Non, je dis que c'était temporaire parce que c'est. Non, mais je sais bien. Voilà. C'est une guerre d'attrition d'ailleurs. En réalité, Oui, mais moi je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans le discours politique global de la plupart des pays européens. Parce que malgré tout, la régularisation de tant d'immigrés ne peut pas être liée au hasard. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à deux phénomènes. Un, les vieillissements des populations européennes. Et deux, la nécessité d'avoir des main-d'œuvre très bon marché. Pas bon marché, très bon marché. Je connais un peu la problématique des surveillances des frontières, particulièrement entre l'Italie et la France, mais pas seulement.
comme tout un chacun, on a tous ici traversé la frontière belge ou allemande. Vous n'avez jamais été contrôlé. Moi, j'ai jamais été contrôlé en passant là. On ne se rend même pas compte d'ailleurs qu'on est en Belgique parfois en roulant sur les autoroutes. Bon, à partir du moment où il y a zéro contrôle, tout peut être imaginé. Mais je ne suis pas loin de croire qu'il y a un intérêt derrière tout ça à laisser passer autant de flux migratoires. Autrement, c'est juste pas compréhensible. Je voudrais qu'on revienne aussi avec vous, Thibault, sur un autre témoignage que vous avez recueilli, puisque, on le disait, ces migrants, maintenant qu'ils sont coincés dans cette enclave de Ceuta, il faut qu'ils se débrouillent, malheureusement. Et donc, certains sont allés piller un commerce, et vous avez pu rencontrer cette commerçante, évidemment terrorisée quand elle a vu débarquer autant de personnes qui venaient clairement pour voler, en fait, de la nourriture. Absolument, Élodie, c'est une tentative de pillage, pour être très précis. Cette vidéo, elle date du premier samedi, après cette gigantesque vague migratoire. Et donc, on est allé la rencontrer, cette commerçante. Elle s'appelle Léo. À Ceuta, tout le monde a vu cette vidéo qui est très impressionnante, où on voit une quarantaine de migrants essayer de rentrer dans ce magasin. Tout le monde l'a vu, tout le monde se connaît à Ceuta. Et donc, évidemment, cette vidéo, elle prend encore plus d'ampleur pour ses habitants et terrorise encore plus les habitants. On sait donc que cette commerçante nous a expliqué qu'elle a essayé de repousser toute seule 40 migrants et c'est les voisins qui ont appelé la police qui a un petit peu sauvé cette situation. Mais évidemment, ça participe à la terreur qu'il existe dans les rues de Ceuta. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a remarqué avec Malo Steiner sur place, eh bien, plusieurs magasins ont été fermés de très longs jours après cette vague migratoire. Et d'ailleurs, Léo, elle a accepté de rouvrir son magasin, par contre, à des horaires aménagés, seulement quand ses voisins ont un œil sur son commerce. On le voit évidemment, Caroline, l'inquiétude des habitants de se demander ce que ces 8 à 11 000 personnes vont devenir, qui pour l'instant clairement errent dans la rue. On leur demande parfois de rester sur la plage. Et puis craindre forcément de l'avenir. Ils ne peuvent s'empêcher de penser que ce qui est arrivé avec l'afflux de plus de 70 000 personnes peut se reproduire. Et peut-être que la prochaine fois, ils ne rentreront pas sagement d'où ils viennent, comme ça a été le cas cette fois, même si, on le rappelle, entre 8 et 11 000 personnes sont restées. C'est très compliqué humainement parlant. Loin de moi l'idée d'être manichéenne sur cette question également, parce que de part et d'autre, vous avez des populations qui, pour la plupart, souffrent. Vous avez beaucoup de migrants qui ne viennent pas par plaisir. On ne quitte pas son pays, comme je le rappelle, la majorité du temps de gaieté de cœur. C'est parce qu'on subit, entre autres, la misère qu'on est obligé de se délocaliser, si je puis dire. Et vous avez les habitants qui sont des locaux, qui ont le droit, je le rappelle, à leur tranquillité d'esprit et sécuritaire. Donc, partant de ce postulat, vous mettez face à face des populations qui n'arrivent pas à se comprendre parce que les uns sont oisifs, errent, sont esselés parce qu'on leur a promis une fois de plus un paradis terrestre pour la plupart d'entre eux, faute à ces passeurs qui sont des mafias avec la majorité du temps la complicité de beaucoup d'ONG et ces populations, ces locaux qui ont envie de vivre tout simplement chez eux à tout point de vue. Beaucoup vont vous parler d'une guerre culturelle, d'une guerre civilisationnelle et que sais-je. Quoi qu'il en soit, le processus, une fois de plus, est en marche. Je sais bien que derrière tout ça, en dehors de la pression diplomatique dont vous avez parlé, messieurs, et je vous donne raison aussi sur cette question, il y a de l'idéologie et du dogmatisme de la part de beaucoup de pays européens. Il va falloir une vraie coordination européenne, même si c'est compliqué de se mettre d'accord et autour d'une table pour régler cette question. Parce que la population sur place, qui n'est pas déconnecté, qui n'est pas hors sol sur le terrain, vit une réalité qui n'est plus possible actuellement et qui ne va faire que s'accentuer au fur et à mesure des années, parce qu'on nous parle également de la migration climatique. Oui, bien sûr. Et on voit ce qu'il en est avec le dérèglement actuel également. Donc comment faire pour qu'il y ait une régularisation ? Il va falloir prendre des mesures qui sont fortes, qui sont fermes, voire autoritaires. Mais faut-il encore le vouloir politiquement ? Oui, parce que Dernier mot très rapide. Si on ne règle pas le problème, ça va se terminer en confrontation communautaire. En guerre civile ou en guerre Oui, on voit des urbaine, populations qui commencent notamment à s'agacer dans un certain nombre de pays. Merci beaucoup Thibault à la fois de nous avoir raconté tout ça en plateau et merci à tout le travail que vous avez accompli aussi avec Malo Steiner pendant tous ces jours du côté de Ceuta.